Et si je vous disais que l'un des plus grands romans de tous les temps, Guerre et paix, cachait en fait un secret? Un modèle mental, une grille de lecture capable de changer complètement notre façon de voir l'histoire et surtout les fameux grands hommes. C'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. On va commencer direct avec la question qui est au cœur de tout le livre, une question simple même vertigineuse. Et si toutes ces figures emblématiques, ces Napoléon, ces César, ces génies qu'on met sur un piédestal, n'étaient en fait que des marionnettes, des bouchons de liège flottant sur un océan de force bien plus grand et bien plus chaotique qu'eux? Pour Tolstoï, il y a une sorte de bug dans notre cerveau, une erreur de logiciel qui infecte quasiment tous les personnages de son histoire. Il appelle ça la théorie du grand homme. C'est cette idée, bien ancrée, que l'histoire est une suite de décisions prises par quelques personnes exceptionnelles. Eh bien, Tolstoï va utiliser 1500 pages pour méthodiquement démolir cette idée. Allez, on y va. On plonge dans la première partie. Notre histoire débute en 1805, dans les salons huppés de Saint-Pétersbourg. C'est le monde de la paix, des bals, des conversations brillantes, et tout le monde, absolument tout le monde, est obsédé par cette idée du grand homme. Et pour illustrer ce bug, on a nos deux héros. À gauche, le prince André. Brillant, cynique, il s'ennuie à mourir dans sa vie, et il n'a qu'une obsession, devenir lui-même un grand homme, à l'image de son idole, Napoléon. Il attend la guerre comme le Messie. À droite, on a Pierre, un peu naïf, idéaliste, richissime mais complètement paumé. Lui, il ne veut pas être un grand homme, il en cherche un à suivre désespérément pour donner un sens à sa vie. Deux facettes de la même erreur de pensée. Et forcément, la guerre. Elle arrive. L'armée de Napoléon envahit l'Autriche alliée de la Russie. Pour tous nos personnages qui ont passé leur temps à théoriser, c'est l'heure de vérité. C'est le premier crash test pour leur vision du monde. Et là, on arrive à un moment absolument capital, la bataille d'Austerlitz. Pour Tolstoï, ce n'est pas qu'une bataille, c'est un véritable tremblement de terre philosophique. C'est l'instant précis où la réalité, la vraie, la dure, va percuter de plein fouet l'idéologie. Imaginez la scène. L'armée russe est en train de s'effondrer, c'est la panique, le chaos total. Et là, André, il voit son opportunité. L'instant qu'il a toujours attendu. Il ramasse un drapeau, il se met à crier et il mène la charge, seul. À ce moment précis, il ne joue plus un rôle. Il est le grand homme. Il vit son rêve. Et là, paf, tout s'arrête. La réalité frappe, au sens propre. Il est touché, il tombe, le rêve est terminé. Et qui passe par là, à cheval, au niveau du carnage, son idole, Napoléon en personne. Il voit André allongé et il dit cette phrase terrible. « Voilà une belle mort ». Il ne voit pas un homme qui souffre, il voit un concept, une image de gloire. C'est la vision du grand homme, totalement déconnecté de l'humain. Mais André, lui, il s'en fiche de Napoléon. Son regard est attiré par autre chose, le ciel d'Austerlitz, immense, profond, infini. Et en comparant la petite silhouette de son idole à l'immensité de ce ciel, il a une révélation. Napoléon lui paraît soudain minuscule, pathétique, insignifiant. Une simple mouche. C'est la première fissure. Le mythe commence à se craqueler. Bon, après ce premier choc, on entre dans la deuxième phase de l'histoire. Nos personnages, un peu calmés sur l'idée d'être des grands hommes, vont tenter une autre approche. Une approche plus rationnelle. Ils vont essayer d'appliquer des grands plans à leur vie. On a André qui rentre chez lui et qui se dit « Ok, fini les rêves de gloire, je vais gérer mes terres comme une entreprise de façon super logique. » De l'autre côté, Pierre, devenu richissime, se lance dans la franc-maçonnerie, veut libérer ses serfs, planifier le bonheur des gens. Devinez quoi, c'est un fiasco monumental pour les deux. Et pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, Tolstoï nous le dit très clairement. Leur plan échoue parce que la vie, avec un grand V, ce n'est pas un plan, ce n'est pas un système logique. La vie, c'est Natacha Rostov, qui tombe amoureuse, qui danse à un bal, qui fait des erreurs stupides. Elle ne planifie rien. Elle vit. Elle est le chaos. Et alors que nos personnages galèrent avec leurs petits plans, le grand homme ultime, l'architecte du grand plan européen, fait son grand retour. 1812. Napoléon envahit la Russie. Cette fois, ce n'est plus un test. C'est l'épreuve de force finale entre l'idée du plan et la réalité du chaos. On arrive à la bataille de Borodino, un carnage absolu. Plus de 100 000 morts en une seule journée. Tolstoï nous décrit les généraux qui dessinent les cartes, qui donnent des ordres brillants, sauf que sur le terrain, personne ne les reçoit, personne ne les suit. C'est juste un chaos indescriptible, une immense fourmilière humaine et mortelle. Et au milieu de tout ça, on retrouve notre ami Pierre, en chapeau haut de forme, complètement paumé, en train de regarder la bataille comme un spectacle. Il est inutile, il gêne tout le monde.
Et pourtant, Tolstoï nous dit cette chose incroyable, cet idiot qui ne comprend rien à la stratégie est plus proche de la vérité que Napoléon. Pourquoi? Parce qu'il ne pense pas à la bataille, il la vit, il la subit, il est immergé dans le chaos pur. Et c'est là que le roman bascule vraiment. Le grand homme, le maître stratège, pense avoir gagné la partie décisive. Mais il va se heurter à une force qu'aucun de ses plans n'avait anticipée. La force chaotique et collective de tout un peuple, la fourmilière. Napoléon entre dans Moscou. Pour lui, c'est la victoire, fin de la partie. Il attend la délégation des nobles pour lui remettre les clés de la ville. C'est comme ça que ça marche, c'est dans le manuel. Sauf que la ville est vide. Et pire, elle commence à brûler. C'est un acte qui n'a aucun sens pour lui. C'est irrationnel. Qui brûle sa propre capitale? C'est le bug dans sa matrice. Ce n'est pas un plan, c'est une réaction organique, chaotique. Pendant ce temps, Pierre se fait capturer. Lui qui a cherché le sens de la vie partout, dans les philosophies, les sociétés secrètes, il va le trouver où? En prison, en côtoyant un simple paysan, Platon Karataïev, un homme qui ne se pose aucune question, qui ne planifie rien et qui accepte simplement la vie, le froid, la faim, la mort, comme ça vient. La grande révélation de Pierre, c'est ça. La sagesse n'est pas dans le plan, elle est dans l'acceptation du chaos. Du coup, la vraie question c'est, qui a vraiment vaincu la grande armée de Napoléon? Est-ce que c'est un général russe de génie, un plan stratégique brillant? Pas du tout. Les vrais vainqueurs, nous dit Tolstoï, ce sont des forces complètement impersonnelles. C'est l'hiver russe, c'est la boue qui engloutit les canons, c'est la faim, c'est la somme de millions d'actions individuelles et chaotiques. Et tout ça, ça nous amène à la grande conclusion de Tolstoï sur la nature même de l'histoire. L'histoire, ce n'est pas une biographie de leader, c'est l'intégration, au sens mathématique, la somme infinie de milliards de volontés minuscules, de décisions inconnues, d'actes du quotidien qui, ensemble, créent une force inarrêtable, une vague de fond que les grands hommes ne font que surfer en ayant l'illusion de la diriger. Voilà, on y est, la conclusion, le pourquoi du titre de cette analyse, le récap final de Tolstoï, le message caché derrière ce pavé de 1500 pages. Le grand homme est en fait tout petit. En fait, tout le livre est construit sur cette opposition fondamentale. D'un côté, il y a la guerre, le monde de l'histoire officielle, des stratégies, de l'ambition, des plans, le monde des grands hommes. Pour Tolstoï, tout ça, c'est une illusion. De l'autre côté, il y a la paix, la vie de tous les jours, les naissances, les dîners de famille, les amours ratés, les erreurs. C'est chaotique, c'est imprévisible, mais c'est ça, la seule et unique réalité. Ce qui nous amène à cette phrase, qui pour moi résume absolument tout. Le but de ce chef-d'œuvre, ce n'est pas de nous expliquer la psychologie de Napoléon ou la stratégie de Koutouzov. Le but, c'est de nous faire ressentir au plus profond de nous l'insignifiance totale de ces figures face aux forces immenses, invisibles et chaotiques qui, elles, animent vraiment le monde.